Bonjour à tous, nous voici dans une nouvelle petite vidéo. Alors vous allez me dire, il restait seulement une page, est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo uniquement pour une page? Eh bien oui, en fait il y a un bonus, j'ai rajouté quelques exemples pour illustrer le cours. Et donc c'est le bonus du jour, c'est la fin du chapitre, donc vous avez droit à un bonus. Je pense que vous êtes tous heureux. Donc évidemment, les pages du bonus, je vais les mettre aussi en ligne sur cahier de prépa. Alors, terminons le cours maintenant. Donc, on va terminer en faisant un petit retour sur les systèmes. Alors, donc, un système linéaire, rappelons-le, donc qui s'écrit sous la forme suivante, donc A11x1 plus A12x2, etc., plus A1pxp égale 0, c'est la première ligne. Donc, dans ce système, les inconnus, il y a P inconnus, ce sont les x1, xp, donc ce sont des inconnus dans K puissance P, dans R puissance P ou C puissance P, suivant là où on se place, là où on cherche les solutions de ce système. C'est un système homogène, puisque le membre de droite est nul. Et enfin, c'est un système donc à P inconnu et N lignes. Voilà donc pour le système. Et donc maintenant on va considérer donc une application FH qui va de Kp dans Kn et qui a un vecteur ou une matrice plutôt pour être plus rigoureux, donc à P ligne et une colonne, donc une matrice colonne, associe le produit matriciel entre cette matrice-ci et donc x1 xp. Alors étudions un petit peu ceci en détail. Donc la matrice qui est là est en fait la matrice du système qui est ici. Maintenant, si on effectue le produit de la première ligne de cette matrice par la matrice x1, xp, donc on obtient la première ligne du résultat, et la première ligne du résultat, eh bien c'est A11x1 plus A12x2, etc., plus A1pxp, c'est-à-dire le membre de gauche de la première ligne du système qui est au-dessus. Donc finalement, le produit de ces deux matrices, de cette matrice N ligne et P colonne, et par la matrice colonne donc qui est ici à droite, eh bien on obtient exactement la matrice à N ligne qui est le membre de gauche de ce système. Voilà. Alors maintenant, regardons un petit peu les solutions de ce système. Donc les solutions de ce système, ce sont les solutions, donc les éléments de K puissance P ou donc les matrices colonnes à P ligne, donc qui sont en isomorphes, enfin l'ensemble des matrices colonnes à P ligne est isomorphe à K puissance P. Et donc les solutions de ce système au-dessus sont donc les éléments x1, xp, tels que le produit matriciel est égal à 0, puisque le système est homogène. Donc ça veut dire que ce sont les vecteurs, on va dire x1, xp, dont l'image est nulle, par l'application FH. Mais les vecteurs de l'espace de départ dont l'image est nulle, ce sont les vecteurs du noyau. Donc l'ensemble des solutions du système, de ce système homogène, eh bien c'est exactement le noyau de l'application FH. Une petite remarque au passage, on aurait très bien pu appeler H la grosse matrice qui est ici, donc à N ligne et P colonne, et dans ces cas-là, eh bien FH n'est autre que l'application linéaire canoniquement associée à cette matrice. Alors maintenant, intéressons-nous aux dimensions des espaces. Alors pourquoi? Parce que le théorème du rang, lui, nous parle des dimensions des espaces. Donc regardons, dans cette égalité, puisqu'il y a égalité des espaces vectoriels, il y a bien entendu égalité de leurs dimensions. On travaille ici en dimension finie, c'est évident, on part de Kp, on arrive donc à N, tous les espaces sont de dimension finie ici. Quand c'est évident, inutile de s'attarder dessus. Alors, donc la dimension de l'ensemble des solutions de SH est donc la dimension du noyau de l'application linéaire FH. Alors, je ne l'ai pas dit, effectivement, l'application FH est linéaire. Ça fait partie des exemples du tout début du chapitre. C'est un exemple d'application linéaire. Donc, la dimension du noyau ici, puisqu'on se retrouve sur la dimension du noyau d'une application linéaire, on peut appliquer le théorème du rang. Et donc, le théorème du rang nous dit
il faut retourner un petit peu le théorème dans le sens qui nous intéresse, que c'est la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire k puissance p, moins le rang de l'application linéaire fh. La dimension de k puissance p, c'est p, le rang de fh, c'est le rang de l'application linéaire fh, et donc l'espace vectoriel qui contient l'ensemble des solutions de ce système homogène, de ce système linéaire, d'équation linéaire homogène, eh bien, la dimension de l'ensemble des solutions, de l'espace des solutions, est donc égale à P, nombre d'inconnus, moins le rang de l'application linéaire FH. Mais remarquons que le rang de l'application linéaire FH, c'est le rang du système, donc aussi le rang de la matrice qui est ici. Voilà, maintenant passons aux exemples, donc pour illustrer les différentes choses que nous avons rencontrées dans ce cours sur les applications linéaires, les différentes propriétés et théorèmes. Alors, premier exemple, donc j'ai pris une application phi qui part de M de 2R dans M de 2R. Donc on remarque déjà que l'espace de départ et d'arrivée sont les mêmes, et donc on travaille sur des matrices de 2 à coefficient réel. La dimension, donc E c'est M de 2R, la dimension de E est égale à 4, ça on l'a déjà vu. La question c'est, est-ce que phi est bien un endomorphisme? La seule question qui se pose c'est, est-ce que phi est linéaire? Donc on vérifie la linéarité, on prend deux matrices. Alors je n'ai pas rédigé comme on devrait le faire dans les règles de l'art, mais donc on devrait écrire soit A, B, C, D, un élément de M de 2R, et soit A', B', C', D', un autre élément de M de 2R. Lambda mu 2 scalaire, et calculons donc l'image par phi de la combinaison linéaire, le lambda ABCD plus mu A', B', C', D'. Bon, vérifier que l'application est linéaire, en général c'est extrêmement simple, je vous laisse regarder le détail des calculs, vérifier. On trouve que l'application phi est bien linéaire, puisqu'on obtient donc l'image de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Un peu plus intéressant, regardons le calcul de phi rond phi de ABCD. Donc l'image par phi rond phi d'un élément quelconque de l'espace ABCD. On fait le calcul, donc c'est d'abord phi de ABCD, c'est-à-dire phi de cette matrice-ci. Je vous laisse vérifier les calculs, et on retombe sur ABCD. Donc finalement, phi rond phi d'une matrice quelconque de M de 2R, c'est cette matrice. Donc ça signifie que phi rond phi est égal à l'identité de l'application de l'espace grand E. Donc phi est une symétrie, puisque phi rond phi est égal à l'identité. Une symétrie, on sait que c'est un élément du groupe linéaire, donc phi appartient à un GL de M de 2R. Alors la question c'est, puisque c'est une symétrie, symétrie par rapport à quel espace et parallèlement auquel? Alors, symétrie par rapport à un espace qu'on avait noté E1 dans le cours, peu importe, surtout ce qu'il faut retenir, c'est que l'espace par rapport auquel on fait la symétrie, c'est le noyau de phi moins l'identité. Alors pourquoi? Eh bien parce que si un vecteur x est dans si on fait une symétrie par rapport à un espace, ça veut dire que les vecteurs de cet espace sont stables par l'application phi de x par phi. Ça signifie donc que phi de x est égal à x, ce qui s'écrit encore phi de x moins x égale 0, donc phi moins identité de x égale 0. Ça signifie donc bien que un vecteur x est dans le noyau de phi moins l'identité. Alors donc on écrit maintenant ce que c'est que phi moins l'identité, donc c'est le noyau de phi moins l'identité, c'est donc les matrices telles que phi de cette matrice égale l'identité de cette matrice, donc je retraduis dans votre sens, donc l'image de la matrice est égale à elle-même. Ce sont les matrices stables par l'application phi. L'égalité de matrice, c'est l'égalité des coefficients, c'est donc l'égalité entre A moins B plus D et A. En simplifiant par A, ça donne moins B plus D est nul. Et puis à droite, donc B moins C plus D égale C, qui est écrit en dessous. D égale B, et B égale D, que je n'ai pas réécrit, pour simplifier tout de suite le système. On résout ce système, on se retrouve avec finalement B égale D, égale C, grâce à la ligne qui est ici. Et donc, B, C et D sont égaux,
A, on ne sait rien absolument sur A, donc on peut remplacer D et C par B, et donc on se retrouve avec l'ensemble des matrices de la forme A, B, 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 où A et B sont dans R carré. Et donc on remarque que la dimension de l'espace par rapport auquel on effectue une symétrie est un espace vectoriel de dimension 2. On pourrait très bien décrire un E1 comme étant l'image, comme étant égal à vecte de la matrice 1, 0, 0, 0, et de la matrice 0, 1, 1, 1. Ensuite, on fait donc une symétrie, on sait par rapport à quel espace, on va regarder parallèlement à quel autre espace. Donc ça, l'espace parallèlement auquel on fait une symétrie, c'est le noyau de phi plus l'identité. Donc, un vecteur est dans le noyau de phi plus l'identité, si et seulement si phi plus l'identité de ce vecteur, on va l'appeler x, est égal à 0, donc ça donne phi de x plus x égale 0, donc phi de x égale moins x. Donc phi de la matrice est égal à la moins la matrice, je vais rentrer les moins à l'intérieur. Ça nous donne une égalité de coefficients, donc 4 équations, mais à nouveau il y en a une que je n'ai pas écrite parce qu'elle est redondante. On simplifie ces équations et on tombe donc sur les égalités, eh bien B égale A et D égale moins 1. Et donc ce sont les matrices de cette forme-ci. Cette matrice de cette forme-ci, donc il suffit de connaître A et C pour décrire, pour avoir une matrice de cette forme-ci. Donc on a à nouveau un espace vectoriel de dimension 2, engendré par les matrices donc, de la forme 1, 1, 0, moins 1, et par la matrice 0, 0, 1, 0. C'est donc encore un espace vectoriel de dimension 2. Les espaces E1 et E2 sont en somme directe, on peut le vérifier directement, c'est-à-dire en étant un petit peu naïf, en regardant une matrice qui est à la fois dans cet espace-là et à la fois dans cet espace-là, donc une matrice de cette forme-ci, de cette forme-ci et de cette forme-ci, et nécessairement une matrice qui est de ces deux formes-là est la matrice nulle. Ou bien, un peu plus intelligemment, on applique le cours et on sait déjà que les deux espaces E1 et E2 pour une symétrie sont en somme directe. On remarque en plus que la somme des dimensions des espaces E1 et E2, donc 2 plus 2 est égal à 4, c'est bien la dimension de l'espace grand E au départ. L'application phi, puisque c'est une symétrie, puisqu'elle est donc une isométrie et en même temps donc un automorphisme, eh bien le noyau est réduit au vecteur nul, la dimension de l'image, c'est l'espace tout entier. Donc là, le théorème du rang ne nous apprend pas grand-chose. L'exemple 2, c'est une application, cette fois-ci phi, donc on va quitter le domaine des matrices, et puis on va travailler sur des espaces de polynômes. Donc il y a un polynôme de R de 2x associé à un autre polynôme de R de 2x, donc en faisant des opérations sur les coefficients. Ici, donc l'espace grand E, c'est R de 2x, on va toujours de grand E vers grand E. La dimension de R de 2x, c'est 3, et la question à nouveau, c'est est-ce que phi est linéaire? Je vous passe la linéarité, c'est toujours une question simple. Maintenant, regardons pour un polynôme P quelconque de grand E, l'image de P par phi rond phi. Donc on va calculer phi rond phi de P, donc c'est d'abord phi de P. On applique à nouveau phi à phi de P qui est ici. Alors qu'est-ce que fait phi par exemple? Détaillons un tout petit peu. Eh bien le premier coefficient, le coefficient de x2 devant, le coefficient qui est devant x2 est égal à le coefficient de x2 plus le coefficient de x moins le coefficient constant. Donc le coefficient devant x2 c'est a plus b moins c, plus le coefficient qui était devant x, c'est-à-dire moins b plus 2c, moins le coefficient qui était constant, c'est-à-dire moins b plus 2c. Voilà le coefficient devant x2. Et puis je vous laisse aussi vérifier les autres coefficients. On simplifie, et on se retrouve avec a plus b moins c x2, plus etc. Vous savez lire. En fait, en faisant bien attention, ceci est exactement phi de p. Donc phi rond phi de p est égal à phi de p. Pour un p quelconque, ça veut donc dire que phi rond phi est égal à phi. Donc phi est une projection.
c'est donc une projection donc un endomorphisme de E, ça on le sait déjà, mais surtout une projection. Alors une projection sur quel espace et par rapport parallèlement auquel, c'est la question. Donc on va regarder ça maintenant. Donc on va appeler E1 par exemple l'image de phi, donc c'est l'espace sur lequel on projette. Donc c'est l'ensemble des P tels que phi de P égale P. Ce sont l'ensemble des vecteurs stables par phi. Donc les vecteurs étant des polynômes ici. Donc c'est l'ensemble des P de la forme AX2 plus BX plus C qui appartiennent à grand E, tel que phi de P est égal à P. Cette égalité de polynôme via l'unicité des coefficients d'un polynôme, vous savez ce que je pense d'un certain mot que je ne prononcerai pas ici, eh bien c'est s'écrit de cette forme-ci sous forme d'un système. Donc on résout un système, donc ça tombe bien, hein. Le système est simple ici. Si le système est un petit peu compliqué, vous travaillez proprement avec le pivot de Gauss, on se retrouve avec l'égalité donc du système B égale C. On ne dit rien sur A, ça veut donc dire que les polynômes sont de la forme AX2 plus BX plus B. Voilà la forme générale des polynômes donc de l'image de phi. Cette fois-ci, donc A étant quelconque et B étant quelconque, on peut prendre A égale 1 et B égale 0 et donc on obtient x2, ou bien A égale 0, B égale 1 et on obtient x plus 1. E1 est donc égal à vecte de x2 et de x plus 1. C'est un espace vectoriel de dimension 2. On projette sur un espace vectoriel de dimension 2. On détermine ensuite le noyau de l'application phi, qui est E2, l'espace parallèlement auquel on projette. Donc un polynôme P dans le noyau, si et seulement si son image est égale à 0. C'est-à-dire que tous les coefficients sont nuls, on se retrouve donc avec une égalité de tous les coefficients. J'ai un petit peu simplifié le système ici, puisqu'il est très simple à nouveau. Il nous suffit de sortir la grosse artillerie avec le pivot de Gauss. Et donc on se retrouve avec B égale 2C et A égale moins C. Donc c'est les polynômes qui sont dans le noyau, ce sont les polynômes de la forme moins Cx2, A puisque A est égal à moins C, plus 2Cx puisque B est égal à 2C, plus C. Donc les polynômes, on peut factoriser par C, donc la forme C fois moins x2 plus 2x plus 1. Donc ce sont les polynômes qui sont engendrés par le vecteur moins x2 plus 2x plus 1, qui sont donc dans vecte de moins x2 plus 2x plus 1. La dimension de l'espace, c'est donc une droite vectorielle, la dimension est 1, on a une droite vectorielle pour le noyau. On projette sur un espace de dimension 2 par rapport à, parallèlement à un espace vectoriel de dimension 1. Et donc on retrouve à nouveau, grâce au cours, on le sait que l'espace grand E est égal à la somme directe de E1 plus E2. Et là on peut vraiment, on illustre bien le théorème du rang ici, puisque E2, l'espace, donc le noyau est de dimension 1. Le rang de l'application, donc la dimension de l'image, est égal à 2, et la dimension de l'image plus la dimension du noyau, donc c'est la dimension de l'espace. Enfin, dernier exemple, alors ici on change un petit peu, puisqu'on part d'un espace pour arriver dans un espace différent. Donc il ne s'agit plus d'un endomorphisme, mais seulement potentiellement d'une application linéaire qui a donc x, y, z, t, un quadruplet associé à un réel, 2x moins 3z plus t. Donc l'application petit phi, je dis, est linéaire. Bon, je vous passe les détails, il faudra rajouter une petite parenthèse ici, je suis en train de m'en rendre compte. L'image d'une combinaison linéaire de deux vecteurs de R4 est la combinaison linéaire de ces images. Phi est bien linéaire, c'est donc une application linéaire de R4 dans R. L'image de phi, je dis, est un sous-espace vectoriel de R, puisque l'image est toujours un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée. Et quels sont les sous-espaces vectoriels de R? Pour des raisons de dimension, eh bien, soit R, soit l'espace qui ne contient que 0. Alors, si c'est 0, ça veut dire que tous les vecteurs sont envoyés sur le vecteur nul. Donc ça veut dire que phi, c'est l'application nulle. Mais phi n'est pas l'application nulle. Bon, par exemple, regardons phi de 1, 0, 0, 0. Ça fait 2, c'est pas 0, donc phi n'est pas l'application nulle. L'image n'est donc pas réduite à 0. L'image, c'est donc R tout entier. Donc phi est surjective. Phi est surjective, mais puisque phi est à valeur dans le corps, phi est aussi une forme linéaire. C'est une forme linéaire non nulle, on vient de le voir, donc surjective, comme toute forme linéaire non nulle. Son noyau, comme dit le cours, est donc un hyperplan de l'espace de départ, donc un hyperplan de R4. Un hyperplan de R4, c'est un espace vectoriel de dimension 3. Donc on doit trouver un espace vectoriel de dimension 3 en essayant de déterminer le noyau.
Alors regardons ce que c'est qu'un vecteur du noyau. X, Y, Z, T est dans le noyau de phi, si et seulement si, eh bien son image est nulle, donc si et seulement si 2x moins 3y plus t est égal à 0. C'est-à-dire qu'on peut exprimer par exemple, c'est un choix que j'ai fait mais c'est pas nécessaire, on peut exprimer t en fonction de x et de z. On aurait très mieux pu exprimer x en fonction de t et de z. C'est à vous de choisir. En général, je choisis l'expression la plus simple, celle qui généralement évite les fractions. Et donc ainsi, le noyau de phi, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme x, y, z, et puis le t, eh bien, on le remplace par moins 2x plus 3z, où x, y et z varient dans R3. On voit tout de suite, donc on a bien un espace vectoriel de dimension 3. On peut donc prendre respectivement pour x, y, z 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ça, je l'écris parce qu'on est au début des exercices, des exemples, mais là, il n'y aura même plus à l'écrire. Vous passerez très rapidement, si possible, de la description ici de la forme des éléments du noyau à la description du noyau sous forme vecte de, eh bien, donc 3 vecteurs. Je vous laisse vérifier les calculs. Voilà, c'est tout pour le chapitre application linéaire, et donc on va bientôt commencer donc le prochain chapitre donc, qui revient sur le calcul intégral. Bonne lecture de vidéo, et puis donc à très bientôt pour les questions sur le chat. Au revoir.